Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI. C'est Meg Wang qui vous présente notre programme de ce mercredi 11 mars. Dans un premier temps, le journal sur l'actualité présenté aujourd'hui par Florian Dai. Ensuite, je vais vous parler des différences entre les dernières recommandations alimentaires faites par le gouvernement américain et taïwanais. C'est donc à suivre dans le décryptage. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, il y aura tout d'abord Taïwan dans toute sa diversité de Sasa qui s'intéresse aux liens avec les défunts et les pratiques funéraires chez les autochtones de Taïwan. Cette émission sera suivie de l'art des musées de Myrion-Hua pour les auditeurs qui nous écoutent en ligne, avec aujourd'hui la longévité célébrée à travers les collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce 11 mars en compagnie de Florian Dai. Et voici les principaux titres. Le président du Parlement autorise la députée Lee Jun-seo à exercer avant qu'un jugement soit rendu sur sa nationalité et son éligibilité. 15 ans de Fukushima, Taïwan veut renforcer sa coopération avec le Japon en matière de résilience sociale. Sécurité des câbles sous-marins, Taïwan rejoint 2 zones de navires de réparation. Le président du Parlement autorise la députée Lee Jun-seo à exercer avant qu'un jugement ne soit rendu sur sa nationalité et son éligibilité. La controverse sur la nationalité de la députée du Parti du peuple taïwanais ou TPP, Lee Jun-seo, continue de susciter des débats. Aujourd'hui, le président du Yuan législatif, Han Kuo-yu, a convoqué une réunion de concertation entre les partis pour discuter de la validité de son mandat. Le ministère de l'Intérieur, la Commission ministérielle des Affaires continentales et la Commission centrale des élections ont été invités à expliquer leur point de vue. Le ministère de l'Intérieur a rappelé qu'en vertu de la loi sur la nationalité, toute personne souhaitant se présenter à une élection pour une fonction publique doit fournir une demande de renonciation à toute nationalité étrangère avant sa prise de fonction. Or, aucune preuve de renonciation à la nationalité chinoise n'a encore été fournie par Lee Jun-seo. La Commission des Affaires continentales, ou MAC, a expliqué que selon la loi régissant les relations entre les deux rives, une personne conservant un enregistrement de résidence en Chine continentale est juridiquement considérée comme ressortissante de Chine et ne peut pas se présenter aux élections. Bien que Lee Jun-seo ait établi un domicile à Taïwan en 1999, elle n'a fourni la preuve de la radiation de son enregistrement de domicile en Chine qu'en mars 2025, ce qui crée une incertitude juridique sur son éligibilité lors de son inscription sur la liste du parti et au moment où elle a prêté serment pour être députée en février dernier. Précisons que les candidats au scrutin de la liste du TPP aux élections législatives de janvier 2024 s'étaient engagés à démissionner au bout de 2 ans pour laisser leur place aux candidats du bas de liste. Les partis politiques restent divisés. Le Parti démocrate progressiste estime que la question doit être tranchée strictement selon la loi, en raison de l'obligation de loyauté des parlementaires envers la nation. Le Kuomintang estime au contraire que Lee Jun-seo possède une carte d'identité taïwanaise depuis 1999 et que ses droits politiques doivent être protégés. Enfin, le TPP estime que les règles sur la double nationalité ne s'appliquent pas à son cas. Le président du Yuan législatif, Han Kuo-yu, a tranché. Étant donné que les partis ne sont pas parvenus à un consensus au cours de ces négociations et que certaines questions factuelles et juridiques doivent être clarifiées, jusqu'à ce que les faits soient établis et avant la décision judiciaire finale, et compte tenu du fait que la députée Lee Jun-seo a prêté serment, son statut de députée et l'exercice de ses fonctions doivent être respectés. La commission électorale centrale a indiqué qu'elle avait effectué la procédure de remplacement conformément à la loi électorale, mais que toute irrégularité éventuelle sera examinée ultérieurement par une commission d'enquête. 15 ans de Fukushima, Taïwan veut renforcer sa coopération avec le Japon en matière de résilience sociale. À l'occasion du 15e anniversaire du séisme du 11 mars 2011 au Japon, Taïwan a réaffirmé la solidité de ses liens avec l'archipel et exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière de prévention des catastrophes et de résilience sociale. Alors que le séisme de 2011 a engendré un tsunami qui a atteint la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, faisant des dizaines de milliers de morts, disparus et blessés dans l'est du Japon, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a souligné aujourd'hui que la catastrophe a profondément marqué les relations entre les deux sociétés.
À l'époque, la population taïwanaise avait multiplié les dons et les initiatives de soutien. Aujourd'hui, les visites de touristes et de parlementaires ont atteint des niveaux records après la pandémie, tandis que les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 84 milliards de dollars américains. Depuis 1972, plus de 80 accords ou mémorandums de coopération ont été signés et plus de 230 partenariats existent entre collectivités locales. Par ailleurs, des accords ont été conclus entre les institutions taïwanaises et japonaises de recherche et de prévention des catastrophes. Des formations et séminaires sont aussi organisés dans le cadre du Global Cooperation and Training Framework. Le président taïwanais Lai Ching-te a rappelé ce 11 mars que Taïwan et le Japon se trouvent tous deux sur une zone sismique et partagent une longue histoire ainsi qu'une forte solidarité entre leurs populations. Alors que Taïwan a arrêté l'ensemble de sa production d'énergie nucléaire en mai dernier, mais projette de remettre en activité une centrale nucléaire, ni le ministère des Affaires étrangères ni le président n'ont mentionné le rôle de la centrale nucléaire de Fukushima dans la catastrophe japonaise, se contentant de parler de séismes, de tsunamis et de catastrophes. Sécurité des câbles sous-marins, Taïwan rejoint 2 zones de navires de réparation. L'ancien député du Kuomintang et actuel chercheur d'un think tank aux États-Unis, Xu Yuzhen, a récemment témoigné devant le Congrès américain, avertissant que la Chine compromettait les câbles sous-marins de Taïwan. Lors d'une session parlementaire en présence du Premier ministre Zhou Rongtai hier, le député du DPP Zhuang Ruixiu a souligné qu'en tant que nation insulaire, Taïwan dépend fortement des câbles sous-marins pour ses communications, les transactions financières, le cloud computing et la transmission des données de défense. Le fait d'avoir besoin de navires internationaux pour réparer ces câbles peut entraîner de longs retards, ce qui pose des risques pour la sécurité nationale. En réponse, Zhou Rongtai a déclaré « Nos câbles sous-marins sont fréquemment fragilisés par des attaques chinoises, délibérées ou non, dans la zone grise. Afin de renforcer notre protection, nous avons rejoint 2 zones internationales de navires de réparation, l'une à Yokohama et l'autre en Asie du Sud-Est et dans l'océan Indien. Les 2 flottes comprennent plusieurs navires non chinois, notamment des navires du Japon, de Corée du Sud, de Singapour et d'Indonésie, qui sont dans la même équipe que nous. » La présidente de la Commission nationale des affaires maritimes, Guan Biling, a en outre indiqué qu'un système automatisé d'alerte et de radiodiffusion avait été mis en place dans les zones de câbles sous-marins, complété par une surveillance radar des eaux. Si des navires sont détectés en train de s'attarder ou de naviguer de manière anormale dans la zone des câbles, les gardes-côtes enquêteront immédiatement sur place. En ce qui concerne les navires qui désactivent délibérément leur système d'identification automatique, appelé navire fantôme, le gouvernement a établi une liste noire et mis en place une gestion par niveau de risque. Les maires de Kaohsiung et de Taichung en visite séparée aux États-Unis. Le maire de Kaohsiung, Cheng Chi-mai, a conduit aujourd'hui une délégation en Arizona et dans la région de la baie de San Francisco afin d'assister à la conférence annuelle NVIDIA GTC, un sommet mondial consacré à l'intelligence artificielle. Cheng Chi-mai a souligné que Kaohsiung poursuit progressivement sa double transformation vers la numérisation et la modernisation industrielle, dépassant ainsi son héritage de ville industrielle lourde. Sa visite aux États-Unis a 3 objectifs principaux. Renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs de Taïwan, promouvoir l'application de l'IA souveraine dans la gouvernance urbaine et approfondir les échanges internationaux dans le domaine de la formation des talents en semi-conducteurs et en IA. Cheng Chi-mai a déclaré « Nous espérons que cette visite renforcera l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs à travers les coopérations entre le Japon, les États-Unis et Taïwan, en particulier avec Kaohsiung. Cela comprend des matériaux, l'encapsulage et les équipements. La mise en place d'une chaîne d'approvisionnement plus complète en semi-conducteurs par les fabricants est cruciale non seulement pour l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, mais aussi pour le développement industriel de Kaohsiung. » La maire de Taichung, Lu Xiuyan, conduit également une délégation aux États-Unis pour une visite de 11 jours dans 5 États. Lu Xiuyan a indiqué que la délégation rencontrera les communautés et les associations professionnelles taïwanaises aux États-Unis et signera notamment un protocole d'entente avec l'Association des entreprises taïwanaises d'Amérique du Nord afin de développer les opportunités de coopération industrielle et d'investissement entre Taichung et ses partenaires étrangers. La délégation se rendra également à Washington, D.C. pour rencontrer les membres du groupe d'amitié avec Taïwan du Congrès et des groupes de réflexion afin de discuter de questions liées à l'énergie, à la sécurité régionale et à l'économie et au commerce mondiaux. Enquête contre des entreprises taïwanaises et chinoises pour contrefaçon suite à une plainte de General Motors. La Commission du commerce international des États-Unis a annoncé le 10 mars qu'elle avait ouvert une enquête au titre de l'article 337 sur les composants automobiles importés de Taïwan et de Chine.
Cette action fait suite à une plainte pour violation de brevet déposée par le constructeur automobile General Motors, basé à Détroit. La commission a désigné 20 défendeurs dans cette enquête, dont le fabricant chinois d'éclairage automobile Jiangsu Shrumto Auto Parts et des entreprises taïwanaises telles que AP Auto Parts Industrial et Gordon Auto Body Parts. 9 distributeurs américains de pièces automobiles basés dans le Michigan, l'Illinois, la Californie et le Tennessee ont été ciblés comme défendeurs. General Motors cherche à interdire les importations de pièces automobiles présumées de violer ses brevets. Si cette interdiction était approuvée, elle pourrait avoir des répercussions sur les fabricants et les distributeurs impliqués dans cette affaire. Des pétards perturbent la veillée de commémoration du soulèvement tibétain. Une veillée marquant le 67e anniversaire du soulèvement tibétain s'est tenue hier soir, le 10 mars, à l'Esplanade de la Liberté à Taipei, organisée par l'Association taïwanaise de défense des droits humains au Tibet. Une autorisation avait été obtenue préalablement pour ce rassemblement auprès du commissariat de police de Zhongzheng. Cependant, à 19h50, hier soir, un homme nommé Lin a brusquement allumé des pétards pour perturber la veillée. Les agents présents sur place ont rapidement éteint les pétards, puis arrêté l'homme et l'ont emmené au poste pour l'interroger. Il semble que le lanceur de pétards soit resté silencieux tout au long de l'incident. Avec l'heure tardive, sa déposition a été prise aujourd'hui afin de clarifier ses motivations et ses objectifs. Il est soupçonné d'avoir enfreint la loi sur le rassemblement et les défilés, ainsi que d'avoir commis des infractions pénales, notamment d'intimidation et de coercition publique. L'affaire fera l'objet d'une enquête. Animaux dangereux, interdiction d'élevage domestique pour 641 espèces. Le ministère de l'Agriculture a prononcé aujourd'hui une révision de la liste des animaux dont l'importation, l'exportation ou l'élevage sont interdits. À partir du 1er mai, les particuliers n'auront plus le droit de détenir 641 espèces considérées comme très dangereuses, notamment les ratons laveurs, les crocodiles marins, ainsi que plusieurs espèces de serpents venimeux, dont les vipéridés, pour lesquels il n'existe pas toujours d'antivenin à Taïwan. Les autorités soulignent que l'abandon ou l'évasion de ces animaux pourrait représenter une menace grave pour la population et l'environnement. Depuis 2022, 640 de ces espèces étaient déjà interdites à l'importation. Le crocodile marin a récemment été ajouté à la liste et l'interdiction a été élargie, portant désormais aussi sur la détention par les particuliers. Les personnes possédant déjà ces animaux avant l'entrée en vigueur de la loi pourront les garder après les avoir déclarés auprès du ministère. Les autorités vérifieront ensuite sur place la situation des animaux afin d'autoriser leur détention légale jusqu'à la fin de leur vie. La mesure vise principalement les animaux de compagnie, les entreprises de spectacles animaliers, les institutions de recherche ou les élevages ayant un usage économique pourront continuer à détenir légalement ces animaux.